Toujours en direct sur les 103 points de Radio Vallée de la Lézarde. On a la chance et l'honneur d'avoir un invité prestigieux, puisque même deux invités prestigieux, puisque on a ici même Danny Boy en direct dans nos studios. Danny Boy, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RVL. Eh ben, écoute, tout le plaisir est pour moi parce que franchement, j'avais longtemps que j'avais envie de venir vous faire un petit coucou. Ah bah oui. Alors RVL, c'est 85% de chansons françaises. Ah ça c'est voilà, radio restez libre. Alors vous n'êtes pas très loin, vous êtes comme on dit ici, vous habitez de l'autre côté de l'eau. Voilà, je suis de l'autre côté de l'eau. Ou alors quand je suis là-bas, c'est vous qui êtes de l'autre côté de l'eau. C'est vrai. Alors aussi, on a eu la chance de l'interviewer l'année dernière par téléphone. Rosée Kikour, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs d'RVL. Je suis ravie d'être de nouveau parmi vous aujourd'hui. Chanteuse de la région aussi, on peut le dire. Chanteuse régionale. Voilà. Et avec moi, il y aura Marie-Claire qui est plus connue dans son émission Marie et ses amis poètes. Bonjour Marie. Bonjour Cyril et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Voilà. Alors Danny Boy. Alors toute l'histoire, on va un petit peu savoir. On va revenir dans les années fin 50 parce que ça démarrait fin des années 50 et début des années 60. Au début, vous n'étiez pas connu sous le nom de Danny Boy. Ah non, du tout. J'étais même pas connu du tout. À l'époque, j'avais mon véritable nom qui est Claude Piron et j'étais sur Paris. Bon, je chantais dans les cabarets, j'ai eu une chance inouïe. Je vais quand même vous raconter une petite période de ma vie. Quand j'ai débuté à Saint-Germain-des-Prés dans un cabaret qui s'appelle toujours l'Échelle de Jacob. Et à l'Échelle de Jacob, c'était en 57, avec des petits débutants, Jacques Brel, Hugo Frey, François de Guelt, des duettistes formidables à l'époque qui s'appelaient Philippe Noiret et Michel Serrault, René-Louis Laforgue, Ginette Garcin, enfin toute une panoplie de gens extrêmement talentueux. Donc j'ai eu la chance de débuter dans ce cabaret. Et moi je vais vous faire une confidence, je sais que ça fait rire tout le monde, mais j'ai couché avec Jean Ferrat. N'ayez pas peur, il n'y a rien de sexuel là-dedans. C'est que Jean chantait avec moi à l'Échelle de Jacob et Suzy Lebrun, qui était la directrice et qui avait des contacts avec des petits cabarets en province, etc., me dit: tu vas partir avec Jean et vous allez aller chanter à Nancy. C'était la Foire Expo et on arrive à Nancy, on prend le train, Jean Ferrat et moi, et on arrive dans ce petit cabaret, dans une toute petite rue. Il n'y avait pas de micro, il y avait juste un piano. Et quand il allait 35 personnes dans la salle, c'était le maximum. Bon, on demande au patron, où est-ce qu'on dort? Alors il me dit, vous dormez juste au-dessus. Alors on est monté nos bagages, mais j'ai dit, il n'y a qu'une chambre. Ah ben il me dit, oui, il n'y a qu'une chambre, vous vous débrouillez, vous dormez tous les deux. Donc je dis toujours, j'ai couché avec Jean Ferrat. Voilà. Il ronflait Jean Ferrat, non? Ça va? Oh, je me souviens plus. Je crois pas, mais c'était un type formidable, Ferrat. Donc à l'époque, voilà, c'était plutôt le côté un peu crooner. Vous étiez plutôt le crooner, le style. On me baptisait le chanteur de rythme parce que, c'est-à-dire ce que fait maintenant Danny Briand, c'est ce que je faisais moi en 58, 59 et début 60 avec des orchestres. Quand j'enregistrais chez Ducrot et Thompson. Et bon, je vous ai pas apporté de disque de Claude Piron, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, on refera une émission. Ah, bien sûr. Hein. Et j'enregistrais avec un big band et des chansons très très rythmées à l'époque. Mais je vendais pas de disques. Quand je faisais un disque, j'arrivais à 250, 300, c'était la plus grosse vente. Hein.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à faire de la chanson? Parce que je sais qu'à l'époque, beaucoup d'artistes disent, les parents disaient, c'est pas un vrai métier, tu vas faire autre chose. Alors moi, il faut savoir, comme vous le savez, je suis né en Normandie, je suis né dans l'Eure. Et quand j'étais gamin, j'étais à l'école à Lieuret, à côté de Cormeilles. Et à Lieuret, au 14 juillet, on faisait toujours des fêtes. Il y avait un maître d'école qui m'aimait pas trop parce que je faisais l'école buissonnière. Mais il faisait toujours des fêtes. Et au 14 juillet, il m'avait fait faire le prince charmant dans Blanche-Neige. Et puis ça m'est resté gravé, cette histoire-là. Mais c'est pas encore là. C'est pas le déclic. C'était pas le déclic. Le déclic, c'est que ma mère, mes parents avaient divorcé, ma mère avait racheté un café, restaurant à côté de Cassis, entre Cassis et La Ciotat, qui s'appelait Le Relais de Belle-Fille. Et il y avait un pianiste là, tous les jours, qui faisait du piano-bar, qui s'appelait Marcel Mazat, et c'est grâce à lui, à l'époque, il m'a fait répéter des chansons et il m'a présenté une gloire notable de la mafia de Marseille, les deux frères, Joe et Noël Renucci, et qui tenait une boîte rue de Paradis à Marseille, qui était une boîte un petit peu mal famée. Et il avait dit, voilà, je voudrais que mon petit protégé, je voudrais qu'il passe chez toi parce que je sens qu'il peut faire quelque chose et tout. Et comme Marcel Mazat, qui était ce pianiste et qui était en même temps rédacteur en chef du journal La Marseillaise, on pouvait rien lui refuser, surtout la mafia. Et donc, je suis passé là dans cette boîte qui était tenue par eux et qui était plus ou moins louche, comme je vous ai dit, surtout beaucoup d'entraîneuses, de choses comme ça dans ces bars-là à l'époque. Et je suis resté une quinzaine de jours. Et après ça, j'ai fait le Casino de Cassis un soir avec Franck Fernandel. Et puis après, j'ai fait le Casino de la Ciotat, de Bandol. Et puis ma mère a vendu le restaurant et on est parti à Paris. Et c'est là où tout s'est déclenché, quoi. J'ai commencé à faire tous les cabarets, dont les Chaînes de Jacob. Ce qui m'a permis, après, d'enregistrer chez Ducrotté Thompson. Voilà. Alors, on va faire une pause en musique avec un titre de Danny Boy. C'est un album qui est sorti récemment. Il y a 3 ans maintenant. Et tout va bien. Donc, on va écouter Un collier. Un collier de tes bras, ça a été le premier, la première chanson Danny Boy. D'accord. Voilà. Fais-moi un collier de tes bras si doux, brillons partout, que nous sommes fous, fous de joie, ouais, moi fou de toi, par ce collier de tes bras qui serre mon cou. C'est un bel anneau autour de mon cou, brillons partout, 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 que nous sommes fous, fous de joie, ouais, moi fou de toi, par ce collier de tes bras qui serre mon cou. Ouais, on dit que la jeunesse est bien folle de se lier. On dit que les caresses ne signifient pas aimer. Toi et moi pas de problème et la vie est à nous. Alors ma chérie, pour toi
serre mon cou, par ce collier des bras qui serre mon cou. Danny Boy, un collier de tes bras. Danny Boy, notre invité aujourd'hui en compagnie de Rosie Kikour, un collier de tes bras, donc le tout premier disque chanson de Danny Boy. Alors on peut expliquer aussi la transition du coup, Claude Piron, Danny Boy. Comment est né Danny Boy? Oui, alors c'est très simple, c'est que Claude Piron ne vendait pas de disques. Et puis, bon, Claude Piron, un jour, il sentait le coup venir et il a dit à son directeur artistique, je voudrais changer de nom. Et lui, il m'a rigolé au nez. C'est un ancien boucher, on l'avait mis directeur artistique. J'ai rien contre les bouchers, hein. Mais lui, il connaissait rien et je lui dis, je veux changer de nom, je veux changer de nom. Il me dit, de toute façon, tu vends pas de disques, etc. Et puis, si t'es pas content, on déchire les contrats. Donc, on a déchiré les contrats et je me suis retrouvé sans maison de disques. Et j'ai un ami qui m'a dit, écoute, il y a les disques Ricordi, qui est une boîte italienne. Ils ont ouvert un département variété en France. Tu devrais aller voir. La directrice s'appelle Ariane Segal. Donc j'ai été la voir et puis elle me dit, écoute, moi je te prendrais bien, mais t'es sous contrat chez Ducretet. J'ai dit non, c'est déchiré. Elle me dit, alors là c'est différent. Elle me dit, écoute, il faut faire très vite, très très vite, parce que dans 3-4 mois au plus tard, toutes les maisons de disques auront un rocker ou un groupe. Et elle me dit, comment tu veux t'appeler? Ah, j'en sais rien, je savais pas encore comment je voulais m'appeler, surtout pas Dick Rivers. Ça c'est dit. C'est dit. Donc je suis rentré chez moi, j'ai écouté plein de disques. Je suis tombé sur un disque de Harry Belafonte qui chante une chanson magnifique du folklore irlandais qui s'appelle Danny Boy. Donc j'ai dit à ma directrice, voilà, je veux m'appeler Danny Boy. Elle me dit, c'est très très bien, seulement il faut trouver une combine pour Danny Boy et les musiciens, comment on les appelle? J'ai dit, j'en sais rien. Elle me dit, écoute, on va toujours faire le disque. Et donc on a sorti le premier 45 tours avec la chanson qu'on vient d'entendre. Et puis une autre chanson encore, Croque la pomme, et c'est encore une souris, Danny Boy, enfin bref, on a enchaîné les 45 tours parce que le premier 45 tours qui est sorti chez Ricordi, j'en ai vendu, attendez que je dise pas de bêtises, 120 000. Ah oui, passer de 300 à 120 000. Alors l'autre, le boucher là-bas chez Ducretet, il se bouffait les doigts. Hein. Ça marchera jamais, qu'il me disait. Ah, je dis, arrête. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Puis après, on a enchaîné. Alors donc les pénitents, les premiers, tout premiers, c'était trois musiciens des requins, comme on appelle, musiciens de studio, tu vois. Donc eux, ils voulaient bien m'accompagner parce que dès qu'on a fait le disque, dès qu'il est passé à la radio, on a eu des contrats tout de suite. Alors il fallait les honorer. Pas comme maintenant. Maintenant, les contrats, ils sont préparés un an, voire 2 ans à l'avance. Là, c'était tout de suite. Hein. Donc, pardon. Je sais plus où j'en suis. Les pénitents, les trois requins. Voilà, les premiers. Donc, ils disent, oh, bon, on veut bien t'accompagner, mais on met un rideau et tu chantes devant. J'ai dit, vous rigolez. Je dis, c'est pas ça que je veux, moi. Alors, on dit, bon, on vous met des cagoules sur la tête et puis on vous appelle les pénitents en bas. Oui, si vous voulez. Alors, on leur a mis des cagoules. Ils étaient 3. Et on a fait, je crois, 5 ou 6 galas. On est allé en Corse, sur la Côte d'Azur. Quand je suis rentré à Paris, j'ai une copine qui vient me voir, qui me dit, écoute, ça va pas, ils ont pas la couleur de ce que tu veux. Je dis non, pas du tout. Elle me dit, il y a des petits jeunes, des malgaches qui jouent à Charenton, tu devrais aller les voir. Donc j'ai été les voir, puis là j'ai été séduit tout de suite. Donc j'en ai pris 3 sur 4. Parce que le batteur n'était pas très au point.
J'ai pris un autre batteur et puis j'ai dit au batteur, quand tu seras prêt, tu viendras, tu feras la suite, voilà. Et donc je suis parti avec le Cirque Pinder en 62, 284 villes, 5000 personnes tous les soirs. Hein, ça représente 1,5 million de personnes, ça. Et donc on a fait cette tournée fabuleuse du Cirque Pinder qui est restée gravée dans ma mémoire avec les gens du voyage absolument extraordinaires. Mais eux, ils avaient gardé du coup les cagoules. Ah oui, les nouveaux. Bah oui, parce que faut en parler des nouveaux pénitents. Bah oui. Je les avais trouvés, ils étaient petits, les Malgaches, ils sont pas grands. C'était des petits. Ça tombait bien parce que moi je suis pas très grand, je fais qu'1m73. Alors ils étaient un petit peu plus petits que moi, quoi. Ça c'était mieux. Donc eux ça les arrangeait aussi parce que il y en avait un, c'était le fils du consul de Madagascar en France, à Paris, et les autres c'était les fils du président de Madagascar par intérim à l'époque. Et c'est le général de Gaulle leur avait donné un appartement à Charenton pour pouvoir faire leurs études à l'université. Alors en mettant les cagoules, les parents ne savaient rien du tout. Et donc on est parti avec le Cirque Pinder comme ça. D'accord. Et les parents donc ont jamais su, peut-être plus tard. Je sais pas. Je ne sais pas s'ils l'ont su plus tard. On n'en a jamais parlé. Ils étaient tranquilles dans la rue au moins. Ils pouvaient se balader dans la rue tranquille sans. Personne les connaissait. Parce que quand on arrivait 10-15 kilomètres avant de faire le gala, ils mettaient les cagoules sur la tête. Ouais. Donc personne ne savait. Ils rentraient à l'hôtel avec les cagoules. J'avais un impresario qui trouvait toujours un restaurant qui avait une salle derrière pour pouvoir manger tranquillement. Dès qu'ils ressortaient du restaurant, ils mettaient la cagoule. Ils avaient tout le temps la cagoule sur la tête. Mais les magazines, la presse devait quand même voulaient, à mon avis, savoir la tête. Ils voulaient savoir. Ça devait. Ils voulaient savoir. Ils voulaient savoir, mais on n'a jamais donné de suite, rien du tout. Le secret a été bien gardé. Il y a qu'à la fin, oui, quand on a fait, quand on a fait les émissions du palmarès des chansons avec Guy Lux, là, ils ont joué sans les cagoules. L'avantage, c'est qu'il y en avait un qui était malade, on pouvait le remplacer sans que personne. Ah bah oui, tout à fait. C'était le bon plan. On va écouter maintenant, justement, on en a parlé, c'est encore une souris. Alors justement, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez écrit des textes de chansons Oui, il y en a quelques-uns, mais bon, c'était marrant, mais sans plus. Et cette l'histoire de cette chanson, donc c'est encore une souris. Alors l'histoire de cette chanson, formidable. Comme j'enregistrais chez Ricordi, qui était une boîte italienne, il fallait savoir qu'en Italie, ils avaient leur Johnny Hallyday. C'était pétard, je me rappelle plus, je connais que lui en plus. Ça va me revenir. Enfin bref, même ma directrice me dit, tu vas enregistrer cette chanson, on va la faire par un humoriste qui s'appelait Pierre Louki, et le gars il a écrit cette chanson pour moi. Donc j'ai enregistré cette chanson, il s'appelle C'est encore une souris, et on va l'écouter. On l'écoute tout de suite. Je suis allongé dans mon lit douillet, je commence à rêver, mais quelque chose me frôle les pieds, c'est encore une souris, c'est encore une souris, c'est encore une souris, c'est encore une souris qui remue dans mon lit. Je saute vite en bas, je change tous mes draps, je pose un piège à rat, mais quelque chose me frôle les bras, c'est encore une souris, c'est encore une souris, c'est encore une souris, c'est encore une souris qui remue dans mon lit. Pour me remonter, je dois sans m'arrêter, tout se met à tourner, mais quelque chose me frôle le nez, c'est encore une souris, c'est encore une souris, c'est encore une souris, c'est encore une souris qui remue dans mon lit.
souris, c'est encore une souris, c'est encore une souris, c'est encore une souris, c'est encore une souris. Alors on continue avec Danny Boy. Là c'était son titre, c'est encore une souris. Danny Boy, là c'était Danny Boy et c'est pénitent. Et il y a aussi une intervention de Rosie qui court pendant l'émission. Et merci aussi à Marie-Claire. Marie-Claire, c'était ton enfance. Comment toi tu as connu Danny Boy? Connaître, disons que moi, j'étais toute petite. Hein. La chose, moi, qui m'a marquée, c'était les pénitents avec leur cagoule sur la tête. Ça m'intriguait et ça me faisait même peur. Mais bon, Danny Boy, oui, j'ai toujours, je me suis toujours rappelé de ce nom. Les chansons, très peu, parce que j'étais petite. Mais c'est vrai que celle que tout à l'heure on passera, le twist de Schubert, c'est là, oui. Et c'est bizarre parce qu'il y a des choses comme ça qui nous marquent même petits. D'accord. Voilà. Alors Danny Boy, il y a aussi une expérience cinématographique. Comment un chanteur de rock and roll, qui fait le tour de la France, se retrouve devant des caméras avec un film qui a été en plus primé, je crois, à Berlin. À Berlin, oui, on a eu un ours d'or à Berlin. Alors là, je vais vous raconter l'histoire, comment ça s'est passé. J'étais en tournée en Vendée, je faisais les casinos à l'époque, et puis au restaurant, il y a la directrice du restaurant qui vient me trouver, qui me dit Danny Boy, on vient de dire sur Europe 1 qu'il faut que vous appeliez de toute urgence les productions Film La Pléiade à Paris. Je dis alors elle me donne le numéro, j'appelle, je tombe sur Pierre Bromberger qui était le directeur de production et qui me dit Danny Boy, est-ce que vous pouvez être, je crois que c'était début septembre, pour passer un casting, vous n'êtes pas tout seul, il y a Alain Barrière et Johnny Hallyday. Je dis bon, d'accord, moi je rentre à Paris, je passe le casting et Bernard Toublan-Michel, qui est le metteur en scène, dit je prends Danny Boy. Alors donc il a pris Danny Boy au lieu d'Alain Barrière et de Johnny. Voilà, donc on a tourné ce film les dialogues étaient de René de Obaldia, qui est académicien, et d'après une pièce de Marc Carmoletti, une pièce qui passe très souvent dans les fins d'année à la télévision, qui s'appelle La Bonne Anna. Et cette pièce de théâtre, elle a été transformée par la difficulté d'être infidèle. Voilà. Réalisé par Bernard Toublan-Michel et nommé au Festival de Berlin pour l'Ours d'Or. C'était en 1964. Oui, tout à fait, en 64. Donc. Oui, je voulais dire, si quelquefois tu peux la passer, il y a les deux autres chansons qui sont sur mon petit CD que je t'ai donné. C'est les chansons du film. Alors si tu veux, t'en passes une des deux, peu importe. Alors on va en passer une et justement à l'époque tout à l'heure, la chanson Tout à l'heure, elle est très bien. D'accord. Ok, on la passera tout de suite. Alors tout à l'heure. Au niveau justement, est-ce qu'à l'époque, parce que j'ai vu par rapport à votre livre aussi, Jean-Claude Camus était encore votre secrétaire? Oui, il a été mon secrétaire quelque temps. Et puis, quand je suis parti avec le Cirque Pinder, il m'a demandé de partir aussi en même temps. Et je lui ai dit non, je ne sers à rien. Et puis en plus, j'avais un impresario qui s'appelait Georges Leroux. Il aimait pas beaucoup Camus et Leroux m'a dit non, t'as pas besoin d'avoir un secrétaire, etc. Patati. Donc voilà. Et après, il est parti avec Dick Rivers. Toujours. Grand copain. Oui. Allez, on va écouter justement ce titre Tout à l'heure.
tu seras là. Tout à l'heure auprès de moi. Tout à l'heure tu me diras. C'est bon, enfin j'espère. Quand mon cœur est solitaire. Tout à l'heure tu seras là près de moi. Tout à l'heure entre mes bras. Tout à l'heure tu souriras. Tout à l'heure tu oublieras ces pensées qui sont les tiennes. Quand la vie soudain m'entraîne, loin, bien loin, oh oui, si loin de toi. Je sais bien que les moments qui séparent nos instants de bonheur sont bien lourds à supporter, mais qu'il est doux de penser que toi et moi, on va se retrouver. Tout à l'heure tu seras là. Tout à l'heure l'amour viendra. Tout à l'heure tu comprendras que ce feu qui nous dévore va longtemps brûler encore. Tout à l'heure tu seras là auprès de moi. Tout à l'heure tu seras là. Tout à l'heure l'amour viendra. Tout à l'heure tu comprendras que nos cœurs sont bien les mêmes. Mon amour, puisque je t'aime. Tout à l'heure tu seras là auprès de moi. Tout à l'heure tu seras là auprès de moi. Tout à l'heure tu seras là. Voilà, on continue le programme en musique. C'était tout à l'heure et tout de suite avec Danny Boy, extrait de la bande originale du film La difficulté d'être infidèle. Où Danny Boy jouait le rôle. Quel rôle vous? Bah, j'avais le rôle principal, j'avais le rôle du jeune premier. D'accord. Alors c'était un film franco-italien, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait, d'après une pièce de théâtre de Marc Carmeletti qui s'appelle La Bonne Anna, et les dialogues ont été faits par René de Obaldia, l'académicien. Voilà. Alors, est-ce que à l'époque, pardon, je m'excuse, oui, je te coupe parce que ça me revient comme un éclair là. Au mois d'avril, je pense entre mars et avril, oui, il y a une salle de cinéma à Paris qui va reprojeter ce film et où Monsieur de Obaldia va être convié à venir. Vous allez y aller? Ah oui, ah bah oui, je veux, bah oui. on veut. Alors justement, à l'époque de ces années voilà, tous ces groupes de rock and roll, est-ce qu'il y avait des concurrences? Est-ce que c'était toujours la place pour les mêmes? Est-ce que c'était très difficile de se faire une place dans des maisons de production comme Barclay ou d'autres? Bah, c'est-à-dire, au départ, il y avait les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages, Danny Boy, les Pénitents, il y a eu les Pirates et il y a eu les Vautours avec Vic Laurence. Donc on était 5 groupes, 5 chanteurs qui je vais pas arriver à le dire. Monopolisé. Oui, sur toutes les radios, quoi. Il y avait que ça qui passait, hein. D'accord. Et en fin de compte, non, il y avait pas spécialement Vous arrivez à jouer sur les mêmes affiches ensemble? Ah bah oui, ça se passait bien. C'était malsain, il y a des moments. Parce que on faisait une tournée avec... Ah bah je vais vous raconter quelque chose de chouette, tiens. On faisait une tournée avec... c'était en 62. C'était après, parce que j'ai fait le premier festival de rock'n'roll à Juan-les-Pins, au Club du Vieux Colombier en 1962, avec les Chats Sauvages, les Chaussettes, Rocky Volcano, Jean-Pierre et les Rebelles, et un groupe qui s'appelait Les Satellites, avec Pat Winter, et il est devenu Les Champions après, qui est un très bon groupe. Donc on est parti en tournée, et une belle anecdote comme ça, on arrive à Cavaillon, dans un théâtre qui était là-bas, dans la ville, et au balcon, qu'est-ce qu'on voit avant le spectacle? Des melons. Ouais.
de Cavaillon. C'est ce que j'allais dire. Des melons. Ils les avaient choisis bien mûrs. Oh là 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 là, quand on voit ça, on dit c'est pour qui ça? C'est pour qui? Oh là là là. Alors il y a Rocky Volcano qui passe, ça se passe bien. Une chanteuse, Mickey Hamlin, ça se passe bien. Je sais plus qui y avait d'autres. Enfin bref, il y en a 2-3 qui passent. Et ça arrive à mon tour. Je dis putain, pourvu que ça soit pas pour moi. Putain, j'en étais malade. Je passe, impeccable. J'ai dit bon, je sais pour qui c'est. Les chats sauvages arrivent derrière. Ma petite amie Eva, je vous dis que ça, paf, les melons, il y en avait partout sur la scène. Il y en avait partout parce que Dick Rivers était niçois et que à Cavaillon, ils pouvaient pas voir les Niçois. Voilà. Alors ils ont pris tout. Hein. Ils ont pris toute la récolte. Oh. Ah, c'était marrant. Hein. Ok. Alors. Quelle est une des plus belles rencontres que vous avez faites dans votre carrière? Ah, j'en ai une belle. J'ai eu la chance de rencontrer Gene Vincent. J'ai eu la chance d'aller le chercher à Orly, à l'avion. Et je suis parti en tournée. D'ailleurs, c'est Camus qui avait monté cette tournée avec un magazine qui s'appelait Disco Revue. Et... Gene Vincent ne pouvait pas conduire parce qu'il avait une jambe métallique, donc il était dans ma voiture. J'avais à l'époque une Buick Century et il était dans ma voiture. Et malheureusement, il n'y avait pas d'autoroute non plus à l'époque. Mais Gene, il aimait beaucoup le vin rouge. Et alors à chaque fois qu'on passait devant un bistrot, il me faisait « Danny, stop, stop !» J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Win, le vin. Et il arrivait, il demandait 2-3 verres de vin qu'il buvait comme ça. Alors, c'est long, hein, on allait à Metz. De Paris-Metz, quand il est arrivé là-bas, il avait les oreilles rouges. Hein. Vive la France. En plus, en France, oui. Mais enfin, c'est quand même une belle histoire. Hein. J'ai des amis à moi qui sont chanteurs et qui disent, putain, quand je pense que tu as côtoyé ce mec et qu'il était avec toi dans la même voiture et tout, je dis bah oui. Et plus tard, hein, ça c'était plus tard, là vous avez rencontré les musiciens de j'ai rencontré les musiciens de Presley, oui, les 4. Je les ai rencontrés au Palais des Congrès à Paris. Alors on va faire plaisir à Marie-Claire puisque on va diffuser le fameux twist de Schubert. Ah oui, ah bah ça, il y a encore une anecdote. Allez-y, au contraire. Ça m'a valu des insultes et des sacs par les grands musiciens, les pros musique classique, voilà. Alors là, des sacs postaux entiers d'insultes. Vous vous rendez compte? Ce mec qui arrive, qui chante la truite de Schubert en twist. Ça donnait ça. On y va. Un jeune homme romantique, mais qui savait ce qu'il voulait, éveillé à la musique, la dame qu'il aimait, comme elle avait des goûts d'artiste et courait les concerts. Elle lui dit mais c'est le twist de Schubert. Elle lui dit mais c'est le twist de Schubert. Face à face on balance le pied gauche en avant. Sur place on recule, on avance et l'on se quitte et l'on s'attend. Fini les rêves nostalgiques tout au long des longues nuits d'hiver. Tout s'arrange avec le twist de Schubert. Tout s'arrange avec le twist de Schubert. Les femmes sont bavardes et la petite en papotant a mis sans y prendre garde tout le monde au courant. Alors les joyeuses et les tristes, les
de Schubert. Moi quand je prends le rythme, je pense à d'autres jeux. Et si je deviens romantique, c'est que c'est bon d'être amoureux. Jamais, jamais je ne résiste à l'appel du ciel et de l'enfer. C'est vrai, je suis fou du twist de Schubert. Ouais, je suis fou du twist de Schubert. Le twist de Schubert, le twist de Schubert. Le twist de Schubert sur RVL, interprété par Danny Boy, et c'est pénitent. Danny Boy est notre invité aujourd'hui. C'est vraiment plaisir de l'avoir en compagnie. Ça va pas tarder à te parler justement de cette rencontre avec Rosie qui court, et on pourrait en parler plein d'anecdotes. Donc l'émission avance vite. Et alors Danny Boy, ça s'est arrêté comment du coup? Comment un jour vous avez décidé d'arrêter J'étais en tournée avec Hallyday, j'étais à Cahors, c'était en 67, et j'ai dit à Hallyday, j'arrête. Et moi c'est terrible, c'est quand je décide quelque chose, je dis j'arrête, c'est terminé, on n'en parle plus. Et il me dit, t'es fou, t'as pas le droit de faire ça, c'est inadmissible, tu dois continuer. Je dis non, je dis j'ai un fils, il a 18 mois, et j'ai des problèmes dans mon couple, parce que sur une année j'étais 3 mois à la maison, et puis je voulais voir mon fils grandir, et Hallyday me dit, moi aussi j'ai un fils, il m'a sorti un médaillon qu'il avait autour du cou. D'ailleurs je l'ai dit à David longtemps après, puisque j'ai eu la chance de le rencontrer aussi, et il a ouvert le médaillon, il me dit moi aussi j'ai un fils qui a 18 mois et j'arrête pas de chanter. J'ai dit oui, mais c'est pas pareil, moi j'arrête, voilà. Donc vous avez complètement arrêté, et là vous avez entre guillemets, vous êtes revenu dans l'anonymat. C'était votre choix. Et est-ce que les fans ont compris, ou au début vous envoyez des lettres, revenez Ils comprenaient mal pourquoi j'avais stoppé tout d'un seul coup comme ça. Bon, mais en coupant court à tout, il n'y avait plus d'explications à donner. C'était fait, on n'en parle plus. Et donc vous êtes lancé à ouvrir une affaire à Ouistreham. Oui, parce que quand j'étais très jeune, quand je dis à 14 ans, mes parents m'avaient mis à travailler chez un poissonnier à Saint-Maur-Créteil, et c'est la seule chose que j'avais appris, donc, et la chanson. Ne faisant plus la chanson, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire. Alors, comme j'avais un petit peu de sous, j'ai acheté des locaux à Ouistreham, j'ai fait le marailleur, et de mariage, après, j'ai fait les marchés. Et puis ça pendant 35 ans, voilà. D'accord. Alors ça c'était cette époque-là. Et à quel moment donc vous êtes revenu sur la scène? Alors je suis revenu sur la scène, c'est-à-dire quand je suis tombé en retraite, Daniel Gérard, qui est mon ami de toujours, me téléphone et me dit je monte un gala au théâtre de Poissy avec John Manson et Lenny Escudero. J'aimerais que tu viennes chanter 2-3 chansons. Je dis, maintenant t'es malade, je les connais plus, j'ai pas de musiciens et tout. Il me dit, j'ai des musiciens, ils connaissent tes chansons. Donc ça m'a tenté. J'ai dit, hop, j'y vais. Et de là, tout s'est enchaîné. J'ai rencontré le patron du petit journal Montparnasse, et je fais régulièrement cet établissement. D'ailleurs, ça ne s'appelle plus le petit journal Montparnasse, ça s'appelle le Jazz Café Club Montparnasse. Et je suis en concert le 5 avril de cette année. Donc voilà. Vous continuez. Ça va. Quand vous êtes revenu, c'était le track des débuts, un peu. On a toujours le track. Toujours le track, oui, c'est vrai. J'ai fait le CID à Deauville avec La Peur au ventre, et après j'ai enchaîné 2 fois l'Olympia avec La Peur au ventre. Non, il n'y a rien à faire, ça vous l'avez. Dans la loge, à monter sur la scène, quand vous êtes devant le micro, ça se passe. C'est un bon stress, quoi. C'est un truc terrible, ça.
Un petit truc vous faites avant de monter sur scène, vous. Alors certains, c'est. Je prends un verre de vin rouge. C'est ce que j'allais dire. Certains prennent un verre de vin rouge. Vous aussi. Ah ouais, j'adore. D'accord. Un vin bien particulier. Vous avez un gris-gris aussi sur scène, quelque chose que vous. Non, du tout. D'accord. Et vous avez aussi rencontré une charmante personne qui est ici dans nos studios, qu'on a eu la chance d'interviewer l'année dernière avec Marie-Claire. C'est d'abord on remercie aussi Marie-Claire d'avoir fait le relais, faire connaître Rosie, et puis Rosie du coup nous a fait connaître, nous a invité Danny Boy. Voilà. Donc Rosie, comment avez-vous connu Danny Boy? Comment s'est passé votre rencontre? C'est vraiment une rencontre de hasard où on avait des amis communs. En fait, c'était ses voisins. Et moi, ces voisins, je les connaissais depuis déjà très longtemps. Et puis, un jour, ils m'ont dit, tiens, on connaît un musicien, vous pourriez peut-être vous rencontrer, comme ils étaient amis aussi de leur côté. Voilà, c'est vraiment un pur hasard. C'est une rencontre amicale. Et de cette rencontre est née une conversation professionnelle. Et Danny me dit, j'ai une chanson dans mes tiroirs, je sais pas quoi en faire. Et j'aimerais beaucoup vous la faire écouter. Voilà comment a démarré l'histoire. D'accord. Et donc vous êtes tombé amoureux de la voix de Rosie? Pas que de la voix, mais je suis amoureux de sa voix. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en plus, elle écrit très très bien et elle compose très très bien. Et cette chanson, on va peut-être avoir de la chance. Alors c'est une chanson écrite par Rosie? Oui. Alors on va dire on l'a écrit un peu ensemble et puis Voilà. En fait c'était une chanson qui était au départ une chanson anglaise qu'avait écrit Daniel Delannoy qui était un ami de Danny. Et en fait, l'histoire de cette chanson, c'est que Danny et Daniel devaient faire une version française dessus, mais entre-temps, Daniel Delannoy est décédé et la chanson est restée dans les tiroirs. Et puis, comme Danny savait que j'écrivais, donc on en a fait une adaptation française. Et voilà, on espère. On a fait découvrir cette chanson à Daniel Gérard récemment, qui est producteur de. On va lui faire un petit peu de pub. Oui, allez-y. Non, il faut. Qui est vraiment le visionnaire et d'une nouvelle ère de télévision. Qui a Music Box TV. Oui. Hein. Donc il a arrêté la radio, c'est ça? Oui, il a arrêté sa radio. Il a créé maintenant cette télévision qu'il va diffuser, et il diffuse déjà dans le monde entier, surtout beaucoup en Amérique du Sud, en Asie, en Italie, en Allemagne, et donc là on va. Il a fait connaissance avec la chanson qu'il a adorée, donc là c'est les prémices. Hein, on attend la suite. C'est pas facile. Hein, vous m'avez dit hors antenne que Daniel Gérard est très exigeant. Lui, s'il aime, il aime. S'il aime pas, il aime pas. Ah bah exactement. S'il aime pas, il dit. Là, il a écouté la chanson une fois et après il m'a dit, je peux la réécouter. J'ai dit bah oui. C'est bon signe ça. Et là c'était très bon signe. Et là il m'a dit oui, là on peut faire quelque chose. On va faire un clip avec ça. D'accord, un clip qui sera réalisé peut-être dans la région ou... Je sais pas. On sait pas encore pour l'instant, on en est juste au premier prémisse voilà, où premier jet. Daniel Gérard a découvert cette chanson, donc on sait pas ce qu'on va en faire tous ensemble, mais c'est peut-être le début d'une belle aventure. En tout cas, cette chanson, elle plaît à beaucoup de monde. On peut vous donner le titre de la chanson? Everyday. Everyday. Et excuse-moi, je te coupe oui, bien sûr. Oui, non, mais j'aimerais que les auditeurs ce soir écoutent bien cette chanson et qui disent à RVL ce qu'ils en pensent. Et ça, c'est très important pour nous deux. Alors en ce moment-là, c'est vrai que c'est pas facile parce que le téléphone est coupé, mais on prendra les messages et on leur demandera leur avis, on vous enverra les réponses parce qu'on est en direct, donc ça va pas être facile de répondre en même temps. Mais on va l'écouter, donc Everyday, une chanson qui a été enregistrée donc récemment. Oui. On l'écoute tout de suite. Une nuit, j'ai rêvé et même succombé
désir embrasé à ce bel amour insensé. Comme l'ouragan et le feu, il m'envahit peu à peu, comme une rafale aux lueurs du matin. Le vent tourne, je prends ta main. Si le ciel est rose, que la nuit soit bleue, sur ton cœur je me pose, et crois-moi ce n'est pas un jeu. Que tes pensées se souviennent dans tes yeux bleus qui m'enchaînent. J'ai tant à te dire que je veux y croire, chaque jour, chaque nuit, chaque soir. S'aimer, tant de jours enlacés, tant d'amour à donner, et de mélodies à partager. Même dans la déraison, oui, j'ai gravé ton nom. Et qu'importe l'âge, le plus beau des naufrages, dans tes bras, près de toi. Every day, every day, every Écoutez, bravo, hein. Quelle voix. Alors là, Extraordinaire. ça a été les musiciens. Il y a les musiciens qui vous accompagnent. Ce sont. On a enregistré dans le studio chez Frédéric Andrews. D'accord. Donc il y avait des musiciens qui étaient là pour vous. Alors, c'était déjà au départ la bande-son de Daniel Daniel, Delannoy. oui. D'accord. Et nous, on a juste mis les voix par-dessus. Ouais, voilà. Alors, Rosie a dit c'est une chanson américaine. Non, du tout, c'est une chanson française. Mais il avait mis des paroles américaines dessus. Je ne sais pas pourquoi. Il avait appelé ça Everyday et il s'était amusé à mettre des paroles américaines. Mais bon, la chanson, elle est typiquement française. Voilà. En tout cas, c'est très très réussi. Hein. Franchement, c'est très réussi. Je suis pas étonné que Daniel Gérard ait demandé à la réécouter. Ouais. Donc le clip, on a hâte de voir. On a hâte de voir quelle sera l'histoire de cette chanson. Est-ce que ça donne pas envie, pourquoi pas, de sortir un petit album en deux duos? C'est en cours, de projet, d'écriture. Ouais. D'accord. Et j'espère que RVL va le garder sous le coude. RVL va même le programmer dans ses playlists. Et c'est sûr, je m'engage à le faire. Et si on a la chance que
vos auditeurs aiment cette chanson, ça sera déjà un grand pas. Voilà. Ah bah écoutez, c'est avec plaisir qu'on diffusera sans problème cette. Je vais te faire envoyer des disques, des CD de mon ancien CD pour faire gagner à tes auditeurs. D'accord. Voilà. Donc un projet à venir, du coup, on aura le plaisir de vous réinviter, du coup, quand l'album. Ah oui, avec plaisir. Alors, Danny Boy, est-ce que le livre que vous avez à côté de vous, on peut encore se procurer des... Oui, bien sûr. C'est un livre, c'est une biographie qui a été faite avec Richard Louapre, qui était très très connu dans la région. C'est un ancien musicien aussi. Et il était venu chez moi et je lui ai raconté toute ma vie. Il m'a dit, dis donc, elle est pleine de trous, je vais essayer de les combler. Et donc, il m'a fait ce livre magnifique avec 200 photos dedans. Et on peut se le procurer chez son libraire préféré. L'édition, c'est les éditions du Camion Blanc. D'accord. Et Camion Blanc véhicule le rock. D'accord. Voilà. Alors, on va bientôt rendre l'antenne à notre ami Laurent. Et avant ça, est-ce qu'il y a des dates à annoncer, Rosie, des projets? Moi, je suis toujours au Puy Enchanté, à Douteville, un cabaret près d'Yvetot. Donc, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, venez nous écouter. Il y a un très beau spectacle avec des thématiques différentes. J'ai entendu parler qu'il y allait bientôt avoir une thématique sur les années 80. Voilà, alors il y a différentes soirées, les années 80, bientôt la Saint-Valentin, et puis la revue qui dure toute l'année car le spectacle change tous les ans. Donc on sera très heureuse de... Si Danny pouvait un jour venir chanter cette chanson magnifique... mais ça se fera certainement. Peut-être. Oui. Ouais. Une belle surprise aux spectateurs. Ouais, c'est sûr. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Ah oui, et Danny, il y a quelques dates à annoncer Moi, j'en ai jusqu'au mois d'octobre. Là. Donc il y a un site, sûrement, on va sur Internet et on voit toutes les dates. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis le 5 avril... anciennement le Petit Journal Montparnasse, maintenant ça s'appelle le Jazz Café Club Montparnasse à Paris. Voilà. D'accord. Merci à vous pour votre gentillesse et on est reparti dans on a eu plein d'auditeurs, nous remercierons. On a vu plein de souvenirs, à travers Danny Boy, à travers souvenirs. Exactement. Et on va pas envoyer de générique, on va se quitter avec Croque la pomme, j'ai entendu. Oui, c'est ça. Pour finir. Et puis merci. Et puis merci, le rendez-vous est pris pour l'album du coup de Danny Boy et Rosie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Croque la pomme, ouais, croque la, croque la pomme, croque la, et tu seras. J'ai pu danser une pomme dans les doigts d'un pommier. Pour décrocher la pomme, je me suis élancé. Quand j'ai saisi la pomme, toi tu m'as regardé. Un oiseau s'est mis à chanter. Croque la pomme, ouais, croque la, croque la, croque la pomme. Croque la, et tu seras. Je caressais la pomme quand tu t'es approché. Voulant de cette pomme, tu me l'as demandé. Je t'ai donné la pomme pour le prix d'un baiser. Nos cœurs se sont mis à chanter. Croque la pomme, ouais, croque la, croque la, croque la pomme. Croque la, et tu seras. Dans le cœur de la
pas ça. Crac, crac, crac.